La matrice de responsabilisation cascade. Dans le fond, je vais essayer de vous présenter qu'est-ce qu'on a fait. Au fait, les deux dernières intervenantes ont parlé de différents trucs à faire pour faire avancer la santé et la sécurité. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est une espèce de modèle pour le mesurer. Okay? À main levée, la courbe de Bradley, qui connaît ça? Il y a encore des gens qui savent. On va en parler un petit peu, mais dans le fond, c'est basé sur les principes de Bradley. Fait que je vais tout de go. En 2011, chez Cascade, je vais parler un peu de moi, là, comment je suis arrivé chez Cascade. En 1999, un accident important survient. Un employé, vous savez que Cascade, c'est à Kings Falls, okay? Petit village, 2000 habitants. Un employé du village décède dans un accident du travail. Vous connaissez Cascade, les frères Lemaire sont un peu upset de ça, ça les fatigue, parce qu'il y a eu un mort dans quelqu'un du village, puis ça l'a fait, c'est important dans le village. Donc, la personne qui était en charge de la santé et la sécurité à cette époque-là s'assoit avec les frères Lemaire, puis il dit, écoute, de la façon qu'on gère notre santé et sécurité, ben, c'est possible qu'on ait d'autres morts, parce qu'on n'est pas très bon. À cette époque-là, c'est arrivé en 1999, cet accident-là. Le taux d'accident chez Cascade est environ un taux de fréquence au chat d'environ 15-16. Fait que c'est assez élevé. Donc, à un moment donné, 2000, il y a un colloque santé et sécurité où on décide de s'approprier la santé et sécurité et il embauche un certain nombre de personnes en santé et sécurité. Les coordonnateurs, c'est le même que j'arrive. Okay? Donc, j'ai commencé à travailler chez Cascade en mettant en place un certain nombre de processus. On s'améliorait graduellement. Puis vers les années 2010, on se rendait compte que la courbe d'amélioration commençait à plafonner. On ne s'améliorait pas autant, c'était devenu comme plat. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne s'améliore pas tout le temps? Donc, à un moment donné, on a commencé à regarder les causes, puis on s'est dit, on met beaucoup de pression sur la direction, de la prise en charge de la direction, mais nos employés ne sont comme pas tellement impliqués là-dedans. Fait qu'il faut trouver une manière de responsabiliser, puis à l'époque, on parle d'empowerment. Comment on fait ça, de l'empowerment des employés? Puis je le dis en anglais parce que le terme responsabilisation, c'est pas aussi fort que empowerment, où ce qu'on donne le pouvoir aux employés. Donc, en 2010, dans ces années-là, on décide de se donner un outil pour mesurer le niveau de maturité de la culture dans nos usines. Ça fait que je vais compter un peu cette histoire-là. Puis je dis son logo. Bien, le logo, à ce moment-là, on l'a mis de même. C'était straight, c'était sérieux. On a fonctionné avec ça. Okay? Fait que, grosso modo, vite fait, formation en 2011, formation d'une équipe de travail. En passant, demain, il va y avoir les ateliers. Puis un des ateliers en après-midi, c'est Mme Decatte, Christelle Decatte. Bien, Christelle était chez Cascade à l'époque où on a créé ça. Dans le fond, les deux principaux penseurs de cet outil-là, c'est Christelle puis moi. Oui? Donc, demain, Christelle, elle m'avait dit, tu diras, hein, Richard, que j'ai participé à ça. Ça fait que, vous pourrez dire que c'est dit. Oui? Donc, on a formé l'équipe de travail, 1 an de développement, 21 versions de la matrice. En 2012, on commençait à le piloter dans 6 usines, au Canada, aux États-Unis. Okay? Valider la version finale. 2013, déploiement dans toutes les usines. 2020, l'année du COVID, on n'est pas nécessairement capable de faire ça. Les purs et durs ont décidé de les faire en team, qui n'était pas facile. Mais, donc, on en a profité, puis on va dire, on va faire une révision majeure de l'outil. On va clarifier certains énoncés, on va améliorer notre outil de calcul, on va essayer de faire une présentation, on va revamper notre présentation, la mettre peut-être plus ludique, plus cool. Okay? Puis là, en 2021, bien, on est en train de faire la 9e pause dans toutes nos usines où on mesure la culture santé et sécurité.
Donc là, je change de modèle, puis on arrive dans le modèle plus ludique. Donc, la question, c'est, je vous disais, on parle de la courbe de Bradley. À quel stade êtes-vous? Okay? Êtes-vous dans quelle phase? Êtes-vous dans la phase réactive ou pas, selon Bradley? Donc, ça a été inspiré du modèle de la courbe de Bradley. Mais au fait, la courbe de Bradley, moi, ce n'est pas tellement la courbe de Bradley qui m'intéresse dans le processus, c'est quand Dupont a créé le modèle de Bradley, il s'est inspiré de la littérature à l'époque avec Stephen Covey. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Il avait sorti dans ces années, puis on parle des années 90, là, The Seven Habits of Most, en tout cas, c'était les gens qui étaient highly performant. Okay, c'est ça, je pense que c'était ça. Seven Habits of Most Highly Performant People. En tout cas, le modèle, c'était carrément qu'on définissait des bases pour démontrer comment on pouvait évoluer et devenir performant en parlant de phases dépendantes, indépendantes, puis interdépendantes. Qu'est-ce que Dupont a fait? Qu'est-ce que Bradley a fait? Vernon Bradley, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ce modèle-là, puis il l'a mis, au lieu de le regarder au niveau individuel, on va le mettre comme une approche globale d'entreprise, puis ça avait un certain sens. Donc, on est parti avec ça, puis on s'est dit, on va essayer de travailler avec ça, puis faire quelque chose de nouveau, revampé. Donc, puis pourquoi on a fait ça? Bien, je veux dire qu'on arrivait qu'on ne s'améliorait pas, donc on voulait être en mesure de soutenir notre objectif qui vise pas d'accident parce que ça va plafonner. On voulait, nécessairement, quand on a mis le modèle, on voulait guider les usines vers les phases indépendantes, interdépendantes. On voulait tenir compte. Au fait, souvent, dans les organisations, les gens disent, ouais, mets donc ça en place, Richard. Ouais, mais on n'est pas prêt. Souvent, les dirigeants aiment ça, des one size fit all. Là, on met en place un outil, là, puis ça va marcher partout. Ça ne marche pas de même. Il y a certains outils que ça ne marchera pas si vous n'avez pas atteint un certain niveau de maturité dans votre culture santé et sécurité. Je vous le garantis, j'ai essayé des choses. On s'est planté littéralement. Pour certains outils, il faut avoir atteint un niveau de culture. Puis si on ne l'a pas atteint, ça ne marchera pas. Donc, l'idée, c'était d'emmener la direction à penser comme ça. Et aussi, harmoniser. Je ne sais pas si vous savez, mais chez Cascade, dans le fond, c'est comme 4 gros groupes. Il y a groupe tissu, il y a les produits spécialisés, il y a carton-caisse, puis il y a la récupération, qui est 4 choses complètement différentes. Puis en plus, on a les services corporatifs, puis on a l'entretien. Puis tout le monde n'a pas la même réalité. Puis comme en 1999, suite au décès, on avait dit, on place des coordonnateurs. C'était bien le fun, on s'est amélioré, sauf que chaque groupe est parti avec ses priorités. Tout le monde a mis du cadenassage, pas nécessairement le même modèle. Tout le monde a mis des processus, mais à la fin, il n'y avait rien d'uniformisé. Donc, le mandat, c'était, on peut-tu trouver une manière d'harmoniser notre approche santé et sécurité pour ne pas avoir 4 ou 5 plans, mais d'en avoir juste un. Donc, on a créé ce qu'on appelle la matrice de responsabilisation cascade, le logo que je vous montrais tout à l'heure, qui est foncièrement un outil d'amélioration continue qui mesure la maturité. On fait une approche sur 2 angles. On regarde des éléments de leadership, puis on regarde des éléments au niveau de la structure organisationnelle. Okay? Puis comment on fait ça? On fait ça dans des ateliers de travail où les employés sont impliqués. Donc, quand on dit les employés globalement, c'est les employés, il y a des gens de la direction, puis il y a des gens de plancher. Okay? Donc, dans l'atelier, on va prendre la matrice que je vais vous montrer tout à l'heure. On va prendre la matrice et on va regarder un certain nombre de comportements. Okay? On va essayer de voir dans notre organisation lesquels comportements on a ou lesquels on n'a pas, puis, afin d'être capable de se donner un portrait de ça. Donc, empowerment, responsabilisation. En anglais, je vais remarquer empowerment, là. Mais là, en français, ce terme n'existe pas. Responsabilisation,
Si on veut que les gens s'engagent, OK, ou s'approprient les choses, bien, il faut que la direction veuille que ça arrive, il faut qu'elle soit engagée à ça. Il faut que nos employés soient mobilisés pour le faire non plus. Et toutes ces choses-là se font. Okay? C'est réalisable. Culture, santé et sécurité. Je pense que depuis ce matin, on a entendu toutes sortes de définitions de la culture. Aucune n'est pareille. Marc-André arrive à une culture, c'est ça, c'est. Okay? Moi, je suis plus subtil. Une culture santé et sécurité, est-ce que je peux, à main levée, est-ce que vous avez une culture santé et sécurité dans votre usine ou dans votre groupe? Ou lesquels qui n'en ont pas? Lesquels qui n'ont pas de culture? Tout le monde, toutes les organisations de culture. La question, ce n'est pas avez-vous une culture? La question, c'est avez-vous une bonne culture? Okay? Avez-vous une culture qui fait la bonne job? Okay? Puis là, Marc-André a raison. Je veux dire, si on fait de l'analyse de risque, si on s'oriente vers l'analyse de risque, bien, on se va vers la bonne chose. Mais foncièrement, la culture, c'est quoi? C'est l'expression des valeurs, des croyances, des perceptions, les comportements que les employés ont. Puis quand je dis les employés, c'est les employés de plancher, le boss, le président, le directeur de prod, le directeur d'usine. Chaque comportement, OK, que les gens dans l'organisation vont avoir vont être influencés par leurs valeurs, leurs croyances, la perception qu'ils ont des choses. Okay? Puis c'est ça que ces comportements-là vont être démontrés. Donc, on part avec le principe, puis on se dit comment on mesure ça. Okay? Comment on mesure une culture? Bien, on mesure ça par l'engagement au quotidien d'actions qui démontrent l'importance de la santé et de la sécurité. Si on voudrait parler de culture, de productivité, bien, on mesurerait l'engagement quotidien d'actions qui démontrent comment on veut produire. Okay? Puis ça, généralement, les compagnies sont. Souvent, la culture de production est nettement plus forte que la culture de santé et sécurité. Parce qu'on démontre, jour après jour, notre intérêt pour la production ou la qualité ou ces choses-là. Donc, dans le même esprit, utilisons ça. Utilisons les comportements au quotidien, okay, pour mesurer où est-ce qu'on est dans l'organisation. Et une culture forte, okay, est un prérequis. Si on veut atteindre 0 accident durable, bien, il faut qu'on fasse les bonnes affaires. Okay? Il faut que on dit une culture forte ou une culture positive axée sur les bonnes affaires. Parce que il y a des mauvaises cultures, des organisations où ce que c'est pas bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là? Ça fait-tu du sens? Oui, bon. C'est que le modèle de Bradley, je vais quand même passer rapidement pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Okay? Dans le fond, le modèle de Bradley, puis j'ai mis la courbe plus ludique, mais en principe, si je regarderais la courbe de Dupont, j'aurais une espèce de courbe un peu sur le même modèle que Marc-André nous a montré de la courbe de Ferron, sauf que ça serait le stade réactif, dépendant et dépendant interdépendant. Puis la logique derrière Bradley, c'était, bien, dans la phase réactive, il va y avoir beaucoup d'accidents. Puis plus que tu vas cheminer vers la phase interdépendante, tu vas en avoir moins. Okay? Puis dans le fond, c'est quoi chacune des phases? Bien, c'est le niveau d'appropriation qu'on se donne dans l'organisation. Donc, dans le stade réactif, dans le fond, si la sécurité se fait plus par instinct naturel, là, les gens ne sont pas fous. On a pris l'exemple du trou dans le plancher aujourd'hui. Bien, je pense que s'il y a un trou dans le plancher, minimalement, les gens vont faire le tour. Okay? Minimalement. Par contre, si soudainement, il y a une panne d'électricité et qu'il fait noir, bien là, j'ai un enjeu. D'un autre côté, je peux mettre une barrière, okay, puis on dit, OK, on contrôle. Mais si les personnes ne regardent pas où ils vont quand même, ils peuvent se frapper sa barrière et se blesser. Donc, faire de la santé par instinct naturel, ce n'est pas suffisamment, il faut progresser. Stade dépendant, c'est foncièrement, on donne la responsabilité à la direction. On dit, vous, direction, puis je comprends très bien le tourbillon que Marie-Lou a expliqué. Effectivement, les gestionnaires de premier niveau sont pris entre l'arbre et l'écorce tout le temps, OK? Parce qu'ils
ils ont des impératifs de production, ils ont toutes sortes d'impératifs que leur boss leur demande d'atteindre, puis il y a leur employé avec leur culture individuelle qu'ils doivent gérer, puis ce n'est pas simple. Donc, dans la phase dépendante, on a dit, toi, les gens de la direction, vous êtes responsables de la santé et sécurité, puis faites les marchés. Okay? Puis conséquemment, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne qu'on met en place des processus, on met en place des règles, on met en place des processus disciplinaires, puis on dit aux gens, bien, c'est une condition d'emploi, puis si vous ne suivez pas les règles, bien, il va y avoir des conséquences, puis on punit les gens, OK? Puis la punition, on l'a entendu de tous les côtés, ce n'est pas la meilleure chose qu'il faut. Ça l'amène quoi dans la phase dépendante? Ça l'amène des employés qui obéissent. Okay? Fait que c'est sûr que quand on fait sécurité par instinct naturel, personne ne s'en occupe, tu as beaucoup d'accidents. Quand tu donnes à la direction et que tu agis dans ce sens-là, nécessairement, tu vas avoir moins d'accidents, mais tu as moins d'accidents. La cause, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Les gens commencent à suivre les règles parce qu'ils ne veulent pas être punis. Okay? Fait que la phase indépendante, c'est on fait monter le niveau de culture suffisamment élevé pour que les gens prennent en charge leur propre sécurité. Okay? Puis à ce moment-là, bien, la punition devient pratiquement obsolète, okay? Parce que les gens le font parce que ça a du sens. Là. Je t'ai convaincu. Si je convainc quelqu'un que c'est avantageux pour lui et pour l'organisation de suivre les règles, puis qu'il comprend, okay? Ben, il va peut-être l'adopter. Okay? À ce moment-là, d'autres éléments qui ont été parlés aujourd'hui, dans la phase dépendante, autant que dans la phase, c'est-à-dire dans la phase indépendante, okay? Contrairement à la phase dépendante, puisqu'on punit les gens, on agit par discipline, dans la phase indépendante, okay? Le motivateur, c'est la reconnaissance. Okay? C'est un peu comme le pendant de l'autre, mais beaucoup plus efficace et beaucoup plus valorisant. Donc, stade dépendant, processus disciplinaire, stade indépendant, reconnaissance. Et le dernier stage, la dernière phase, c'est la phase de l'interdépendance où les gens, en plus de s'occuper d'eux-mêmes, deviennent des anges gardiens envers l'organisation. Okay? Puis, ce que je trouve intéressant dans ce genre de modèle-là, c'est que Pierre, ce matin, il donnait son exemple au niveau des ordinateurs qui vous demandent si vous êtes des robots. Non, on n'est pas des robots. Okay? Puis c'est pour ça qu'il y a des accidents. Parce que si on serait des robots, il n'y en aurait pas d'accidents. Au fait, les gens, parce qu'ils sont faillibles, il y a des accidents, puis parce qu'ils ont peut-être atteint un niveau de connaissance, puis toutes sortes de raisons, bien, c'est possible qu'ils se blessent. Moi, je me souviens d'avoir enquêté un accident. C'est l'employé avait mis sa main dans une machine. Okay? Puis quand on a enquêté, okay, puis qu'il nous a conté son histoire, bien, c'était sa machine bloquait, il la cadenassait, il l'ouvrait, il la débloquait, il la fermait, il décadenassait, il la repartait. Okay? Après une douzaine de coups, où cadenasse, décadenasse, son niveau de stress avait monté. Okay? Pourquoi son niveau de stress avait monté? Parce que son boss était là à côté qui tapait du pied. Bien, tu vas-tu la faire marcher, cette affaire-là? 13e coup, il n'a pas cadenassé. Il s'est pincé la main dans la machine, puis son superviseur a sauté dessus. Okay? Donc, je veux dire, à un moment donné, si on avait agi plutôt en ange gardien, okay, ben peut-être ça n'aurait pas arrivé. Fait que ça, c'est le modèle. Bon. OK. Fait qu'on a fait une petite animation pour parler de chacune des phases. Okay. Dans le fond, on a essayé de définir un peu des critères organisationnels qui pourraient représenter chacune des phases. Donc, par exemple, dans la phase réactive, on va constater peu d'intérêt de la part de la direction. Okay? On va se fier sur le personnel santé et sécurité afin d'assurer la santé et sécurité. Moi, je me souviens, je vais dans une usine,
Je vais voir le directeur d'usine, puis je lui demande, j'ai dit, bon, j'ai besoin de poser des questions, là. Qui je vais voir? Il dit, ah, va voir un tel, c'est lui mon responsable de santé et sécurité. Je dis, oui, mais si j'ai des questions à poser à toi, il dit, moi, je n'ai pas le temps, va voir lui. Moi, je n'ai pas le temps, j'ai trop d'affaires à faire. Réactif. Donc, il faut, dans les organisations où on compte sur le personnel de santé et sécurité pour faire marcher la santé et sécurité, c'est pas bon. On l'a vu même dans toutes sortes de présentations. C'est un rôle de direction de l'organisation. Le non-respect des règles de santé et sécurité est fréquent et souvent axé seulement sur la part des EPI. La solution, c'est mettre tes productions. Marc-André le disait, c'est le moins bon moyen. Okay? Mais souvent, dans la phase réactive, c'est comme ça qu'on contrôle. Okay? Quand on arrive au niveau de la correction des problèmes de sécurité, dans la phase réactive, souvent, c'est quand quelqu'un s'est blessé. Bon, on va corriger. Quelqu'un s'est blessé, là, on va corriger. Quelqu'un va amener des propositions. Non, c'est pas important, là, mais quand quelqu'un se blesse, là, on a des sous. Okay? Puis, dans la phase réactive, les travailleurs ont peur de parler de leur sécurité, okay? Parce que c'est comme pas important. T'sais. Zéro blessure, là, on oublie ça dans la phase réactive. Il n'y a aucune organisation qui veut être là. Donc, on va aller voir la prochaine, on va continuer de monter l'échelle, et on va arriver dans la phase dépendante. Encore là, la phase dépendante, comportement qu'on va mesurer là-dedans, l'engagement de direction, on s'attend, on donne la responsabilité à la direction, donc on s'attend que la direction prenne en charge ces éléments-là. Okay? Moi, je me souviens dans mon organisation, à un moment donné, on travaillait, c'est pas juste au niveau des employés, c'est au niveau de la direction. Donc, une phase dépendante acquise, là, ça veut dire qu'un directeur d'usine qui ne fait pas un job, là, il ne devrait pas avoir une job. S'il n'est pas capable de s'occuper de la santé et sécurité comme élément clé, on devrait se questionner. Okay? Donc, l'engagement de la direction est attendu. Le personnel SST va aider la direction à mettre en place des outils. Le respect des règles SST va guider des décisions, va commencer à prendre des décisions en fonction de qu'est-ce qu'on a de besoin. Okay? La correction des problèmes de sécurité, on va mettre des mesures sur qu'est-ce que le gouvernement nous demande. Okay? Pas juste quand il y a une blessure, mais si on a un avis de dérogation, on va essayer de conformer à la loi, mais déjà, on touche plus d'éléments. Okay? Les travailleurs ont l'impression que la sécurité n'est pas aussi importante que la production. C'est souvent le feeling qu'on va attendre dans les phases dépendantes. Oh oui, c'est important, là, mais quand il arrive une affaire, là, c'est fait attendre. On voit ça souvent. Donc, on peut percevoir, okay, on peut ressentir au niveau de nos travailleurs qui ne sont pas là. Ça nous amène à continuer de monter l'échelle, puis d'arriver vers la phase de l'indépendance. La phase indépendante, au fait, la phase précédente, la phase de dépendance, c'est la phase la plus difficile à mettre, okay? Mais celle qui est le plus le fun à travailler, c'est la phase d'indépendance. Parce que quand tu arrives dans la phase d'indépendance, il me semble que ça devient plaisant à faire. La direction des travailleurs s'implique puis travaille ensemble. Le personnel SST agit comme coach. Okay? Ça fait qu'on ne demande plus à mettre en place, la direction s'en occupe avec les travailleurs. Les évaluations de risque entraînent des améliorations. Quand c'est temps de corriger les situations, on va corriger les choses quand les travailleurs vont nous dire que, regarde, il y a des choses à corriger. Ils font partie du processus. On parle d'empowerment. L'empowerment, ça suppose qu'on élargit le terrain de jeu des gens. On veut que les gens prennent plus de responsabilités. Il faut leur donner le pouvoir qui vient avec. Donc, on met en place des outils, puis à ce moment-là, les travailleurs ont le sentiment que leur sécurité est assurée. Quand on arrive dans la phase de dépendante, zéro accident, c'est possible si les gens s'impliquent. Okay? Moi, chez Cascade, lorsque j'étais directeur du groupe des produits spécialisés, je me suis,
On avait des usines là, que ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu d'enregistrable. Là, tu sais, là. On regarde nos résultats présentement, Cascade 90 usines. OK? On arrive à ce stage-ci de l'année, on est au mois de novembre. Il doit y avoir, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas vu les dernières statistiques, là, mais le dernier mois, il y avait comme 37 usines encore qui étaient à 0 accident. Okay? C'est possible de ne pas avoir d'accident, okay? En autant qu'on met les moyens pour y arriver. Donc, la phase indépendante, c'est la phase de le fun, mais le nirvana, si on va lire nirvana, ben c'est la phase suivante, c'est la phase d'interdépendante, la plus difficile à faire, puis probablement la phase où ce que moi, je prétends là, que dans une organisation comme chez Cascade, là, quand on va avoir atteint probablement 5 à 8 de nos usines-là, là, on va topper, là, on n'ira jamais plus haut que ça, là, tellement que c'est demandant parce que les travailleurs et leurs collègues s'impliquent, travaillent ensemble, les employés agissent en anges gardiens les uns vers les autres. Puis là, ça prend des masses critiques là, pour que ça fonctionne. Là, okay? C'est pas juste, parce qu'on a toujours des anges gardiens dans une organisation. Tu sais, des fois, on en a 2, 3. Si tu as une usine avec 200 personnes, ben l'interdépendance, c'est que tu as peut-être 150 anges gardiens. C'est du stock s'en aller là. Okay? La direction se limite à conseiller, coacher, offrir du soutien, parce que le niveau de maturité est très élevé. Quand c'est le temps de corriger les problèmes, les équipes corrigent elles-mêmes les préoccupations parce qu'on est capable, quand on dit on élargit l'empowerment, on leur donne du pouvoir pour le faire. La vie familiale des travailleurs ne suit pas les contre-coups des blessures. Je dirais dans la phase interdépendante, là, on peut passer plusieurs années sans avoir de blessures significatives. Bon. Cascade 90 usines. Comment vous pensez qu'on a d'usines dans la phase interdépendante? Quelqu'un qui veut se risquer? Combien? Ah non, on n'a pas 37. Il y en a une qui vient de mettre le pied dedans. Okay? Une usine qui vient de mettre le pied dedans. Puis on a peut-être une deuxième qui est haut dans l'indépendance. Okay? Fait que, moi, je dis souvent à mon boss, là, parce que là, les présidents, c'est des présidents, puis ils disent ouais, mais allons vers l'interdépendance. Oh, oui, tu vas en avoir un jour, peut-être quelques-unes, là, mais l'important, ce n'est pas d'être tout interdépendant. L'important, c'est de cheminer vers. Okay? Allons vers ça. C'est le même que ça fonctionne. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a mis en place un outil qui est la matrice de responsabilisation. Comment ça fonctionne? Tu sais, parce que foncièrement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va faire, on va prendre une feuille de papier 11 par 17 avec écrit sur les deux côtés avec un paquet de comportements. On va demander dans l'atelier d'évaluer au fait des comportements. Il y a 10 thèmes principaux. Okay? Dans la phase dépendante, c'est-à-dire dans la coupe de Bradley, il y a 4 phases. Il y a 10 éléments, 32 sous-éléments. Fait que ça comprend 4 fois 32, 128 possibilités. Okay? Ça fait que sur la matrice, pour les 10 éléments, il va y avoir 128 comportements organisationnels mesurables. Okay? Puis ce qu'on va demander aux gens, c'est, regardez ça, là, okay? Puis essayez de cibler le comportement de votre usine. Okay? Qu'est-ce qui représente le mieux? Parce qu'il y en a 4, là. Okay? Il y en a probablement un qui représente le plus. Là, on va essayer de pondérer ça. On va faire ça 32 lignes. On va mesurer 128 comportements, puis on va travailler avec ça. Ça prend une journée faire ça. Okay? Donc, pour le faire, on va prendre un groupe d'employés, puis on va les emmener, okay? On va les former. Okay? La formation, au fait, beaucoup de ces diapos-là, je les ai tirés directement de la formation qu'on fait au niveau de nos employés. Okay? Donc, on va donner une formation à nos employés, puis après, on va prendre la matrice de responsabilisation qui est la feuille 11,5-17, deux côtés. Chacun va prendre ça,
va avoir des crayons, des highlighters de couleur. Il va en avoir un vert, un jaune, puis un orange. On va dire, faites une évaluation, puis à la fin de la journée, en fonction de comment vous aurez dessiné sur le 11,5, on va être en mesure de mesurer la culture santé et sécurité. Donc, au préalable, tournée de plancher, bien ça, c'est pour les animateurs, les facilitateurs qui vont animer la rencontre. Bien, c'est important d'aller faire une tournée de plancher puis de voir de visu, tu sais, parce que le rôle des animateurs, bien, c'est d'animer les gens puis les garder focus sur les éléments. Okay? Puis tout à l'heure, je vais vous donner des exemples, vous allez voir comment que c'est simple et compliqué. Okay? Donc, tournée de plancher, on forme nos employés, on fait les 2 ateliers de travail, une sur le leadership, l'autre sur la structure organisationnelle, basé sur les perceptions. C'est parce qu'en anglais, ça sonne bien, on dit que c'est un perception survey, OK? Puis en français, c'est sondage d'opinion. Ça fait que ce qu'on fait, dans le fond, c'est une espèce de sondage d'opinion avec nos employés. Mais j'aime mieux baser sur les perceptions, c'est pour ça que je l'ai écrit de même. Puis à la fin de la journée, on est capable de donner un bilan, OK, où ce que l'usine pourra déterminer des actions à entreprendre pour faire augmenter la culture ou le niveau de maturité de la culture santé-sécurité en visant des types de comportements à adopter dans l'organisation. À date, ça va? Donc, à un moment donné, on dit qu'on fait ça avec une équipe. Comment qu'on choisit une équipe? Okay. Au fait, la dynamique d'atelier est importante. On va la mesurer dans le sens que lorsqu'on va avoir notre outil de calcul, on va être en mesure d'évaluer les 2 facilitateurs qui vont avoir animé, vont être en mesure d'influencer le score en fonction de la qualité du travail qui était fait par l'équipe qui était là. Okay? Les gens étaient-ils bien représentés? Est-ce qu'ils étaient en nombre suffisant? Est-ce que c'était juste des gens du comité de santé et sécurité qui ont eu le billet ou on est allé chercher des gens de tous les départements? Est-ce qu'il y a plus de travailleurs que de membres de direction? Parce qu'on souhaite d'avoir un maximum d'employés de production versus un maximum de... On présume que les gens de direction ne nous diront pas nécessairement toujours la réalité des choses. En tout cas, après 10 ans de l'avoir fait, c'est un constat que j'ai fait. Okay? Donc, au niveau de l'atelier, on veut plus de travailleurs que de gestionnaires. On veut une représentation adéquate. Okay? Moi, à un moment donné, je vais dire, bon, ben, on va prendre les gens du comité de santé et sécurité. C'est eux autres les plus allumés. Non, mais ce n'est pas eux autres que je veux, ce n'est pas les plus allumés que je veux. Je veux les gens de plancher qui vont nous dire c'est quoi la réalité qu'ils vivent sur le plancher. Donc, ça prend une bonne représentation adéquate. D'un autre côté, je veux pas si on amène 10 personnes, je ne veux pas avoir 8 cadres. Okay? Je veux avoir 8 employés, puis peut-être 2 cadres. Oui? Puis il faut une bonne représentation adéquate des départements de l'usine. Okay? Puis s'il y a des chiffres de nuit, puis des chiffres, c'est important d'avoir des représentations parce que la dynamique est différente. Puis, ben, le nombre, comment on choisit le monde dans un atelier, ben, ça va être proportionnel au nombre d'employés. Je veux dire, chez Cascade, on a des usines qui ont 50 employés, puis d'autres usines qui en ont près de 300. Fait qu'on ne dira pas, ben, ça prend 10 personnes. Ben, je veux dire, quand tu as une usine à 40 employés, tu ne peux pas sortir 10 personnes d'une façon ou d'une autre. Ça fait qu'on va le faire peut-être à 6 employés. Puis dans une usine où il y en a 300, on va peut-être le faire à 15 employés. Okay? Fait que le nombre d'employés, puis quand je dis d'employés, là, je ne parle pas de travailleurs, je parle d'employés, va être en fonction de la grosseur de l'usine. Fait que ça, c'est pour le nombre qu'on choisit. Puis après, ben, quelle sorte de représentation qu'on veut là. Okay? Je veux dire, à un moment donné, moi, je veux des gens qui ont du leadership. Ça fait que je dis tout le temps, allez chercher vos leaders sur le plancher, tu sais, des gens qui
qui vont nous dire c'est quoi la réalité, parce que tu te retrouves à faire une évaluation, puis que les gens ne veulent pas parler, bien, on va nulle part. On demande, choisissez des gens qui ont une ouverture d'esprit, parce qu'il y en a qui vont tenir mordicus à leur point, puis qu'on va. C'est pas de négociation qu'on va faire. Ce qu'on veut faire, on va regarder des comportements, puis on va essayer d'atteindre un consensus en groupe pour dire le comportement de l'usine, c'est ça. Bien, j'ai besoin des gens qui sont capables de faire un consensus. Okay? Ça prend des gens qui sont crédibles auprès de leur père, parce que tout à l'heure, quand on va montrer les résultats aux employés, on ne va pas se faire dire ouais, bien, je comprends, là, c'était tout désacheté. Là, tu sais. Puis ça prend des gens bien, qui ont une certaine capacité d'être capable de critiquer puis d'analyser. Puis je m'attends sincèrement, des fois, de se faire dire, bien, regarde, on n'est pas bon. Okay? Je dis, si on n'est pas bon, il faut que ça sorte qu'on n'est pas bon. Okay? C'est important. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on recherche quand on bâtit l'équipe? C'est les critères qu'on recherche. Après, on a parlé qu'on fait ça en atelier. Bien, l'atelier, on a dit qu'il y avait 10 éléments. Voici 5 de leadership. Okay? Fait on va regarder comment on établit le plan d'action de l'usine. Okay? Puis au fait, peut-être c'est le temps d'amener la notion. Quand on va faire l'analyse, ce n'est pas un audit qu'on fait. Okay? On ne s'en va pas là pour mesurer les processus. On s'en va là pour mesurer dans quel état d'esprit les gens appliquent les processus. Donc, si on parle d'un plan d'action, c'est un plan d'action. Peu importe que tu sois en phase dépendante, c'est-à-dire en phase réactive ou interdépendante, un plan d'action va rester un plan d'action. Okay? Un audit va rester un audit, peu importe ce que tu es. La différence, ça ne sera pas nécessairement fait dans le même esprit. Okay? Donc, c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Donc, on va regarder le plan d'action. Il va y avoir 3 éléments de mesure sur le plan d'action. Il est élaboré par qui? C'est quoi les motivations qu'il y a dans le plan d'action, lesquelles qu'on a qui vont nous emmener où? Comment on le suit, le plan d'action? Quand on fait le suivi, on implique-tu nos travailleurs dans le plan d'action, le comité? On veut mesurer ça parce que, encore là, si on veut faire de l'empowerment, il faut accepter qu'on va donner plus de responsabilités aux employés, puis on va élargir le terrain de jeu, puis on va leur permettre d'être critiques, on va leur permettre de prendre un certain nombre de décisions. C'est sûr qu'ils ne pourront pas dire on va dépenser ci, ça, tel montant, c'est sûr, mais il va y avoir quand même, le terrain de jeu va être élargi. Donc, c'est les 5 éléments du leadership. Plan d'action. On va essayer de mesurer les comportements au niveau de l'engagement visible. Okay? L'engagement visible, comment que ça se présente au niveau des superviseurs, comment que ça se présente au niveau des employés, puis comment que ça se présente au niveau des équipes. Okay? Fait que, plus qu'on monte sur la courbe de Bradley, okay, plus qu'on devrait être capable de palper des comportements qui démontrent l'engagement visible. Ça fait qu'on va essayer de mesurer ça. Okay? Après, on va regarder comment on fait le suivi de nos mesures. Okay? Il y a des listes d'épicerie, il y a toutes sortes de situations qui vont être présentées ou qu'on doit corriger. Mais encore là, comment on le fait, dans quel état d'esprit qu'on le fait, puis comment on implique nos employés dans ce processus-là. Okay? Motivation progressive, élément clé. Okay? À un moment donné, on ne veut pas juste faire sûr que le processus disciplinaire fonctionne bien, mais qu'on fait de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un outil fort. On va regarder 3 éléments au niveau de comment on fait de la reconnaissance, puis comment que c'est managé, puis est-ce que nos employés participent au processus, etc. Puis le contexte de travail qui est un élément clé, parce que Dieu sait que si le contexte de travail n'est pas bon, il n'y a pas grand-chose qui va fonctionner. Okay? Et surprenamment, okay, qu'on fasse ces éléments-là ou ces mesures-là dans une usine syndiquée ou pas syndiquée, ça fait, à mon avis, 0 différence. Okay? Si c'est présenté adéquatement, si les gens connaissent la raison et pourquoi, okay, ça passe dans le bas.
Fait que ça, c'était pour le leadership. Au niveau de la structure organisationnelle, 5 éléments encore. Rôle des employés. Okay? On va regarder plus précisément au niveau du comité de santé et sécurité, parce qu'à notre avis, en tout cas chez Cascade, on pense sincèrement que l'empowerment commence par le comité de santé et sécurité. Okay? Si on veut commencer à donner des responsabilités aux employés, c'est par le comité qu'on peut le faire. Okay? Puis après, des comités ad hoc, puis d'autres façons. Mais ça fait qu'on 3 éléments de mesure au niveau du comité de santé et sécurité. Les rencontres SST journalières. Les rencontres journalières sont importantes parce que, vous vous souvenez quand on a parlé ou quand on a défini la culture, je disais, les gens arrivent avec des valeurs, des perceptions qui sont toutes différentes. Comment on peut faire un peu de nivelage là-dedans? C'est en se parlant. Fait que dans les rencontres santé et sécurité, les rencontres santé et sécurité qu'on veut, ce n'est pas une présentation du superviseur en avant qui parle d'un sujet. Bon, regardez, il fait chaud aujourd'hui. On est exposé au contrainte thermique, buvez bien de l'eau, avez-vous des questions? Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut s'assurer qu'on soit plus en mode interactif, qu'on fasse participer les gens. Y a-t-il des enjeux particuliers? On peut-tu les corriger ensemble? Fait que plus qu'on fait ça, plus qu'on fait du leverage, okay? Les gens qui fonctionnent à l'adrénaline, ils baissent leur expectation, comme on dit, puis les autres, les rencontres journalières nous permettent de faire un certain nivelage comme ça. Okay? Formation, santé et sécurité, Dieu sait que la formation, c'est un élément clé, puis on pense toujours dans des organisations qu'on dit « Ah ouais, mais c'est bon, regarde, il a été formé telle date, là, on va lui donner un refresh dans 3 ans. Okay? » Ouais, mais il est-tu compétent? Moi, je ne veux pas savoir s'il est formé, je veux savoir s'il est compétent. Fait que est-ce qu'on s'est organisé? Okay? Est-ce que nos employés peuvent donner du feedback, prendre en charge leur plan de formation? S'ils demandent la formation, est-ce qu'on va leur en donner? C'est tous des comportements mesurables. Okay? Puis, processus d'évaluation, si on veut savoir où ce qu'on est, il faut se mesurer. Okay? Puis encore là, on ne mesure pas les processus d'audit. On mesure dans quel état d'esprit ces processus-là sont appliqués. Fait que, grosso modo, c'est un peu une analyse du comportement de l'organisation dans des points précis. Fait que la matrice, là, probablement que c'est trop petit, vous n'êtes pas capable de la lire. C'est correct parce que c'est la version en anglais. Okay? Je n'avais pas d'image en français. Donc, j'ai pris la version anglaise. Mais dans le fond, vous voyez, grosso modo, c'est les 4 phases. En haut du leadership, les 5 éléments. Phase réactive, dépendante, indépendante, interdépendante. Okay? Donc, dans chacune des lignes, il y a une phrase qui explique un comportement. Puis, lors de l'atelier, on va demander aux gens, systématiquement, on va lire une ligne. Il va y avoir 4 comportements. On va regarder, on va discuter là-dedans. Okay? Puis, on va arriver à un consensus pour exprimer le niveau de l'usine. Okay? Donc, un exemple, ça c'est la première ligne au niveau du plan d'action. Okay? Voici les énoncés. Dans la phase réactive, le plan d'action de l'usine est élaboré par le coordonnateur SST ou une source externe. Des fois, dans l'organisation, le plan vient du corpo. Effectivement, on se l'est fait dire tout à l'heure. Le corpo dit, voici ton plan, mets-moi ça en place. Okay? Ce n'est pas de même qu'on va corriger les situations précises dans chacune des usines. Phase dépendante, le plan d'action d'usine est élaboré par le directeur d'usine avec une participation active de son équipe de gestion. On dit la phase dépendante, c'est la prise en charge de la sécurité par la direction. On va mesurer s'ils le prennent en charge. Dans la phase indépendante, le comité SST participe activement à l'élaboration du plan d'action. Puis dans la phase interdépendante, les employés participent activement à l'élaboration du plan d'action de l'usine dans un effort d'équipe, créer des objectifs d'équipe. Parce que vous savez, un plan d'action, là, on peut le démocratiser
démocratiser passablement. Okay? C'est ce qu'on essaie de faire en cheminant dans la coupe de Brody. Donc, ça, c'est l'énoncé. On demande aux gens, on va discuter là-dedans, puis laquelle fonctionne, laquelle est plus représentative. On s'est donné un code de couleur. Là, le principe est fort simple. On va dire, on est dans la phase, on va commencer par regarder la phase réactive. Qu'est-ce qui est écrit là? Okay? Ce qui est écrit là, par exemple, dans l'exemple, le plan d'action de l'usine est écrit par le coordonnateur ou une source externe. Est-ce que c'est l'état actuel ou on est plus loin que ça? On a dépassé ce niveau-là. Si les gens disent non, non, c'est carrément ça, puis on ne fait rien d'autre que ce que le corpo nous dit, et on dit, vous êtes en phase réactive, et on bat ça en noir, vous êtes en phase réactive, passons à la prochaine ligne. Okay? Si les gens nous disent non, non, on a dépassé ça, bien, on va dire, bon, pour les 3 autres phases, okay, on va définir si c'est totalement acquis, okay, majoritairement acquis, minoritairement acquis, ou les critères pas amorcés. Donc, vert, c'est 96, parce que les gens aiment bien des mesures, là, de 96 à 100% acquis. Pourquoi qu'on a dit ça? Parce que dans les premiers temps, si on lit, par exemple, dans une phrase, c'est les membres de la direction agissent journalièrement. Les gens disent, non, non, mais on ne mettra pas vert parce que ça arrive une fois de temps en temps qu'un superviseur fait. Ouais, mais on peut-tu mesurer des tendances lourdes, là? Okay? On mesure des tendances lourdes, là-dedans, on ne mesure pas des éléments précis. Donc, si l'organisation est à 96 là, puis de temps en temps, il y en a un qui échappe parce que ce n'est pas un robot, bien, on va le mettre vert. Okay? Puis la même chose au niveau du blanc, au niveau des critères pas amorcés. Si les gens disent, oh, oui, on va se donner de l'orange là parce que on l'a fait une fois dans l'année. On va se garder une petite gêne peut-être. On va le mettre blanc. Okay? Donc, ça pourrait donner, à l'exemple qu'on a vu, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Okay? Fait que la phase réactive est dépassée, la phase dépendante est acquise. Okay? Le comité participe à l'élaboration du plan d'action, mais il pourra en faire un peu plus encore, et puis ça pourrait être plus solide. Puis les employés, on n'a pas de mécanisme qui fait en sorte. On a coloré ça dans ce sens-là. On fait ça. Il y a certaines règles, comme par exemple une phase suivante, comme disons que on voudrait mettre de la couleur dans le 4, puis les gens disent non, non, les employés en font beaucoup, on va mettre vert. On ne peut pas le mettre vert, on ne peut pas être jamais plus élevé que la phase précédente. Donc, par exemple, si on avait mis jaune dans la phase dépendante, bien, la phase indépendante ne peut pas être plus que jaune, elle peut être jaune ou orange ou blanche, etc. Oui. Fait que c'est de même qu'on mesure. On fait ça, OK, 32 fois durant l'exercice. On s'est donné un code de conduite, OK, parce que naturellement, si on veut que les gens répondent de façon honnête et sincère, ben, il faut les rassurer. Donc, les réponses des employés ne seront pas utilisées de façon que la personne peut être identifiée. Tu sais, au fond, moi, j'en anime beaucoup de ça. Je dis tout le temps, tu sais, des fois, vous êtes déjà peut-être allé à Vegas. Hein? Ah oui, OK. C'est lieu de perdition, OK? Lieu de perdition. Fait que, qu'est-ce qui se passe à Vegas? Ça reste à Vegas. Qu'est-ce qui se passe dans l'atelier? Ça reste dans l'atelier. OK? On oublie ça. OK? Puis aussi, c'était, dans le fond, à un moment donné, ça a déjà sorti. On est dans une discussion, puis on est en train de mesurer un élément, puis c'est temps de mesurer comment que les les employés se comportent. OK? Puis les gens disent non, non, ils sont verts, on est vert. Puis un employé dit non, non, il dit la nuit, c'est pas vrai. Il dit, regarde, moi, mais la nuit passée, j'ai vu un tel puis un tel faire telle affaire. Oh, il y a des noms qui ont sorti, là, tu sais. Directeur d'usine, là, toi, tu ne sais pas de ça, là. OK? C'est pas une chasse aux sorcières qu'on fait, là. On a une opportunité, OK, d'avoir des éléments pour comprendre comment on est. Ce qui est dans l'atelier reste dans l'atelier. Maintenant,
si tu as des doutes, OK, à un moment donné, réfléchis de comment, comme organisation, tu devrais adresser ça, là, sans faire une chasse aux sorcières. OK? C'est que peut-être que tu as des lacunes dans ton organisation qu'il faut que tu regardes avant d'aller sauter sur des gens. Et deuxièmement, ben, les opinions individuelles des membres de l'équipe ne seront pas utilisées ailleurs. D'une façon ou d'une autre, moi, même si Jean-Paul m'a dit qu'il n'était pas d'accord sur telle affaire et que ça ne va pas de bon sens, OK? À la fin, si on atteint un consensus, OK, ben, je m'attends que Jean-Paul fasse partie du consensus. Parce qu'on explique aux gens c'est quoi la notion de consensus. OK? Un consensus, c'est on agrée à quelque chose ensemble, puis on tient cette position-là. OK? Ce n'est pas une majorité, c'est un consensus qu'on fait. Deuxième élément du code de conduite, l'intégrité. OK? Moi, je m'attends à des communications ouvertes et honnêtes, OK? Objectives de qualité, dans le sens que, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas que ça soit basé sur des préjugés, il ne faut pas que ça soit, faut que ça soit factuel, il ne faut pas que ça soit du... des fois, nous arrive, ouais, mais on pense que c'est ça. Non, non, je veux dire, arrive avec quelque chose de factuel, là, parce que, on pense que c'est ça, ça ne vaut rien. Okay? C'est du wishful thinking, comme les Anglais disent. Ce n'est pas ça qu'on veut, on veut des éléments factuels de qualité. Travail d'équipe, puis les membres d'équipe, on le voit indépendamment de la ligne hiérarchique. Puis moi, généralement, au début, quand je n'anime une, là, tout de go, je dis, bon, regardez, là, OK? On va écouter les travailleurs, les gens de plancher, avant d'écouter la direction. Vous pourrez réagir à ce qu'ils disent, OK? Parce que je me souviens d'en avoir animé où ce que les employés, avant de parler, ils regardaient leur boss, puis leur boss, il disait, oh oui, tu peux parler, OK? Hey, je veux dire, on ne veut pas ça, là. Okay? Fait que tous les membres doivent parler, puis au niveau des animateurs, OK? Ben, on est là pour diriger le trafic, OK? Puis garder les gens focus, OK? Moi, je dis tout le temps, je vais vous donner des exemples tout au long pour illustrer, parce qu'on met une phrase pour illustrer un comportement. OK, là. Il peut y avoir des comportements similaires à ça, mais en discutant, on va en parler. Moi, je vais vous donner des exemples, mais les exemples, ce n'est pas pour vous les mettre en place, là, OK? Parce que vous pouvez trouver des choses aussi bonnes que ça. Même si vous donnez d'autres éléments qui ne sont pas celles que on va le considérer en autant que ça nous amène où ce qu'on veut s'en aller. Donc, le respect est important. À la fin, ça nous donne qu'on est capable de sortir un bilan, OK, du positionnement de l'usine. OK. Sur un côté, on voit les 5 éléments de leadership. OK. Le centre qui est blanc, bien, c'est la phase réactive. Donc, si on regarde ça, puis c'est assez intéressant quand on fait l'analyse, on regarde cette usine-là particulièrement, on se rend compte qu'au niveau du leadership, il y en a beaucoup parce qu'on trouve même des éléments forts dans la phase d'interdépendante. Okay? Par contre, quand on regarde la structure organisationnelle, on se rend compte qu'au niveau de la direction, on est solide, mais on n'implique pas nos employés pantoute. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc, ça, c'est un des premiers bilans qu'on peut présenter. Puis, à la fin, bien, on sort un rapport. Le rapport n'est jamais plus qu'une page recto-verso. Okay? Ça, c'est un critère absolu. Il faut faire arriver ça. Qu'est-ce que ça comprend? Bien, ça comprend... Oh, ça, j'ai payé sur le mauvais bouton. On va revenir. Ça comprend l'évolution de l'usine sur la courbe de Bradley. Ça comprend le pie chart de l'exercice en cours puis celui de l'année précédente pour être capable de se comparer. Puis ça comprend 4 points forts. Ça comprend 4 opportunités d'amélioration. Okay?
Puis avec ça, comme quand on parle du comportement, OK, on dit aux gens, prenez ces éléments-là, là, c'est des éléments de culture, là, rajoutez ça à votre action, à votre plan d'action pour améliorer vos processus, parce que c'est deux choses distinctes. OK? Moi, j'ai tendance à dire, la santé-sécurité, c'est un arbre à deux branches. OK? Il y a les processus, OK, le cadenassage, puis tous les outils. OK? Puis il y a les gens qui appliquent ces processus-là. OK, là? Puis on met tout le temps un focus très important au niveau de nos processus, puis qu'on est prêt à investir de l'argent, puis mettre des logiciels, puis toutes sortes de choses. Mais on ne prend pas tout le temps de voir la capacité de nos gens à les appliquer, ces processus-là, puis c'est quoi leur rapport là-dedans. OK? Puis, moi, j'ai tendance à penser qu'il faudrait mettre beaucoup plus d'efforts au niveau de notre monde qu'on met présentement par rapport à ce qu'on met au niveau de nos processus. Donc, on sort un rapport dans ce sens-là, puis les gens intègrent ça dans leur plan d'action. Okay? Puis, généralement, avec les 4 éléments qu'on voit là, les 4 opportunités, là, on est capable d'aller jusqu'à l'année suivante. L'année suivante, on refait l'exercice, okay? Avec généralement un autre groupe de personnes. Okay? On est capable de mesurer l'évolution. Okay? Est-ce que vous avez des questions? Il va me rester quelques minutes. Je vais répondre aux questions. Puis j'ai aussi un certain nombre de slides pour montrer quelle sorte de résultats qu'on peut voir là-dessus. Mais avant, est-ce que vous avez des questions? Oui? Nous, au niveau des audits, on fait 0 audit là-dedans. On veut juste voir dans quel état d'esprit les gens font les audits. Okay? S'il y a des programmes d'audit, en autre mot, si un directeur ou un superviseur peut avoir 5 audits à faire, okay? S'il fait les audits juste parce que s'il ne les a pas faits, son boss va l'achaler, puis qu'il est fait tout croche, moi, ça ne me donne rien d'avoir 5 audits mal faits. Okay? Moi, je veux 5 audits qui représentent ce qu'ils devraient représenter. Fait que ce qu'on veut mesurer, c'est dans quel état d'esprit les gens les font. Okay? Est-ce qu'ils les font de façon rigoureuse? Est-ce qu'ils les font en impliquant les gens? C'est plus ça qu'on sait. Fait que c'est pas, on ne mesure pas le processus d'audit, on mesure comment ils les font, dans quel état d'esprit qu'ils le font. On parle de maturité de la culture santé-sécurité, on ne parle pas des processus. Ben, au fait, ça va être 2 animateurs formés qui vont aller animer la rencontre. Okay? Non, non. Non, parce que les évaluations d'audit, au fait, ça va être fait, oui, mais pas dans cet exercice-là. Okay? Parce qu'on mesure la culture, on ne mesure pas les processus. Fait il y a aussi des outils au fait pour les audits, dans le fond, chez nous, chez Cascade, on établit des choses. Un élément qui est important au niveau des évaluations, je parlais à notre table aujourd'hui, puis est-ce que vous faites des évaluations de vos employés? Okay? Est-ce que vos employés ont des évaluations de performance? Okay? Chez Cascade, on essaye, dans la plupart des usines, chaque employé horaire est évalué 2 fois par année au niveau de ses performances. Okay? Les cadres ont une évaluation annuelle, okay? Mais ils ont une évaluation de leur santé et sécurité trimestrielle. Okay? Donc, à un moment donné, dans l'évaluation trimestrielle, on va regarder si les audits sont faits, si ces choses-là sont faites. Fait que ça va se retrouver là. Okay? Mais là, quand on arrive au niveau de la matrice, c'est carrément au niveau de l'état d'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Pardon? L'atelier, ça dure. Au fait, là, l'atelier la plus performante que j'ai faite a duré à peu près 5 heures. Okay? Puis ça, c'est bien rare.
Généralement, ça va aller entre 6h30 et 7h. OK? Puis des fois, les discussions sont tellement intenses puis que le consensus il est dur à atteindre, on s'est déjà rendu à 9h. Oui? Oui, bien, au fait, c'est pour ça que je voulais répondre au niveau au niveau, s'il y avait des questions au niveau du processus. Là, sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous montrer les résultats. Puis là, ça va répondre à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Fait que résultat. OK? Ça, j'ai sorti les résultats de 2018. Vous savez que. Pourquoi j'ai pris celle-là? C'est parce qu'en 2018, j'étais directeur de ce groupe-là, puis c'est des résultats que j'ai compilés. Je vous disais, Cascade, c'est des groupes séparés. Malheureusement, avant 2020, chacun compilait ses données un peu comme qu'il voulait. OK? C'est pour ça qu'on a harmonisé en 2020 et qu'on a donné un modèle. Mais j'ai pris mes données parce que j'étais sûr d'être capable de les expliquer. Donc, par exemple, à ce moment-là, on dit en 2018, là, OK, ben, il n'y avait aucune usine réactive, il y avait 6 usines dépendantes, il y avait 11 usines indépendantes, 0 usine interdépendante. Il y avait une usine qui n'avait pas été, qu'on n'avait pas évaluée pour toutes sortes de raisons. OK? Il y avait 7 usines qui ont amélioré leurs résultats, puis 7 qui ont régressé. OK? Donc, il y avait un certain nombre qui n'avaient pas changé. On les a placés par groupe, et ça peut être intéressant parce qu'on va voir, si tu regardes n'importe quelle usine dans la couleur, là, prends comme par exemple l'usine numéro 3, là, tu vois que c'est une usine qui a toujours progressé, qui chemine tranquillement pas vite. Okay? Bon, souvent les gens disent, ouais, mais votre taux d'accident est élevé. Je comprends, si tu prends cette usine-là, c'est une usine avec pas beaucoup d'employés. Okay? Quand tu as un accident, bien, ton taux il est élevé. Et donc, puis quand on prend une moyenne sur 3 ans, bien, c'est pour ça que l'année C et D sont au même niveau. Okay? Ce n'est pas qu'il y avait nécessairement eu d'accident, c'est qu'à un moment donné, la moyenne des 3 faisait que c'était le même taux. Okay? Donc, on peut faire ça. Regarde l'usine 4, là, OK? Est en phase réactive. Elle s'amène pratiquement dans la phase dépendante, dans la phase indépendante. L'année d'après, elle retombe dans la phase réactive, puis après, elle chemine. Fait quand on arrive des choses de même, on essaie de les analyser, puis on a tout de suite vu que dans l'année en 2015, OK? Bien, c'était pas une grosse usine, puis tout reposait sur le directeur d'usine qui était archi-performant. OK? En 2016, ce directeur-là d'usine est parti. OK? Puis, tout a tombé. Donc, à un moment donné, il est retombé dans la phase réactive, puis tranquillement, pas vite, on bâtit là-dessus. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait des choses comme ça. Par contre, OK, puis là, j'ai tous les groupes, je vais les passer. Usine 17, ça, c'est mon usine en France, OK, réactive. En France, je ne sais pas ceux qui ont déjà travaillé en France, là, mais une autre culture. Une autre façon de présenter, c'est l'évolution des usines au niveau s'ils progressent ou s'ils sont en statu quo. Puis, par contre, au niveau, notre président, lui, il voulait avoir, moi, je veux que, si mes usines sont dans l'indépendance, là, on m'a heureux. Ouais, mais, pas sûr que tu es intéressé, que tu es content de voir ça ici, là. Hein, l'usine 4, là, elle est dans l'indépendance, OK? Mais elle a régressé. Okay, là? Pas bon. Okay? Ça fait qu'on ne se pètera pas les bretelles de dire, wow, j'ai tant d'usines dans l'indépendance. Si tu as des usines qui régressent, ce n'est pas bon.
Fait qu'on dit tout le temps, on essaie de mesurer la progression. Ce qui est important, c'est que les usines progressent. OK? Puis comme c'est un outil de perception, OK, comme c'est un sondage d'opinion, on sait qu'il va y avoir probablement un écart dans la perception, puis probablement, généralement, les gens se surévaluent en plus de ça, ça fait que tu as une surévaluation. OK? Donc, quand on dit statu quo, là, ben, c'est parce que c'est sensiblement le même niveau. Tu sais, il faut que ça soit significatif pour voir une amélioration ou une régression. Puis, ben, des années que quand on n'a pas fait l'exercice, ben, on ne dit pas qu'elle a évolué ou pas, on ne le sait pas. Puis, tu sais, comme on voit, tu sais, des fois, ce n'est pas désastreux, là, comme l'usine 14 qui passe de 64 à 57, est encore dans l'indépendance. Ce n'est pas une usine qui est problématique, mais c'est une usine qui a relâché le pied sur l'accélérateur, disons. Okay, là? Donc, il faut qu'elle se reprenne en main. C'est tout le temps plus préoccupant de voir une usine dans la dépendance qui recule, comme l'usine 11 ou l'usine 12. Okay? Là, souvent, ça va devenir des usines ciblées, ça. Et l'autre élément qu'on fait, vous savez, sur le rapport, on dit tout le temps 4 forces, 4 opportunités. Ça fait que quand on fait la synthèse de tout ça, okay, on est capable de voir pour chacun des éléments dans lesquels l'organisation performe, okay, puis lesquels, où est-ce qu'on ne performe pas. Puis ce qu'on peut voir de façon intéressante, comme qu'on va voir ici, là, mettons que les comités de santé et sécurité, c'est 12 usines c'est une force. Ça fait qu'on ne travaillera pas au niveau des comités de santé et sécurité, à part de ceux des 2 qui ont été considérés comme peut-être préoccupantes. Mais en contrepartie, si on regarde motivation progressive, qui est les plans de reconnaissance, où il y a 10 usines qui ont reconnu ça comme une opportunité d'amélioration, puis seulement 2 usines brillent, bien, peut-être qu'on va se dire, on va mettre des efforts là-dessus. Okay? Puis qu'est-ce qui est intéressant? Ça c'est globalement GPS. Mais quand on regarde, on peut regarder par groupe, puis dans ce groupe-là, 4 usines, mais les 4 usines, au niveau de l'engagement visite, ont une problématique. Par contre, on va essayer d'adapter les plans en fonction des réalités des groupes et de la situation géographique. Regardez, ça c'est Québec, au Québec. Ça c'est les États-Unis puis l'Ontario. Les problématiques sont différentes, ça fait que ça nous permet de cibler nos plans d'intervention tout au moins au niveau de la culture. C'est cela.